Bonsoir, bonsoir, chers tous. Soyez les bienvenus à notre webinaire spécial pour les étudiants FSS Cara. Je suis Dr Antoinette Edjamtoli, épouse Folie. Je suis médecin généraliste dans une clinique ici à Cara. Et ce soir, nous avons l'honneur et le privilège, en tout cas, de pouvoir aider nos jeunes frères et sœurs, histoire de bien préparer leur examen du semestre à matin. Excusez-moi, il y a du bruit un peu à côté ici, parce que je ne suis pas seule, mais nous allons faire avec. Alors, nous sommes l'Association des médecins chrétiens du Togo et le président, Dr Jean-Paul Dansou, il était là parmi nous, je crois qu'il nous a salués. Bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est lui le président de l'Association des médecins chrétiens du Togo. Et nous sommes la secrétaire générale dans ce bureau aux côtés du président. Et ce webinaire spécialement est organisé par le ministère auprès des étudiants qui fait partie d'un des départements de l'Association des médecins chrétiens du Togo. Alors, c'est ça, comme je le disais, le webinaire est organisé par l'Association des médecins chrétiens du Togo avec son département ministère auprès des étudiants. Et nous pensons que nous devons être des médecins chrétiens compétents et excellents. Et c'est pour cela que l'initiative de pouvoir outiller les étudiants que nous sommes à pouvoir exceller dans vos études. Alors, donc, nous allons prier. Je vais demander à un frère d'élever la voix et confier cette rencontre à la main du Seigneur. Le programme est très simple. Nous aurons, juste après cette prière, nous allons présenter un aîné qui souhaite partager avec nous quelques astuces et conseils pour pouvoir bien préparer son examen pendant les révisions, comme pendant l'examen. Donc, je vais supplier si la sœur Gloria peut ouvrir son micro pour prier pour cette rencontre. Merci. Bonsoir à tous. Nous allons confier ces moments dans la main du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire pour ce privilège, cette grâce que tu nous accordes, de pouvoir nous réunir tous pour ce webinaire. Jésus, tu es le Père de l'excellence et tu nous appelles à l'excellence. Merci pour la présence de tous ceux qui sont là et nous prions à ce que tu permettes à ce que d'autres personnes nous rejoignent. Facilite, Seigneur, la communication, permet que nous ne soyons pas distraits, que nous puissions suivre dans de bonnes conditions ce webinaire, que chacun de nous, à travers ce webinaire, puisse encore mieux s'outiller pour la réussite de ce examen. Merci, Seigneur, car tu prends le contrôle, tu prends le contrôle de l'orateur, tu prends le contrôle de la connexion et tu permettras que ce webinaire se passe dans de bonnes conditions. Merci, Jésus, car tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alors, bien avant de présenter l'orateur, quand on préparait ce webinaire, il y a un verset qui nous a marqué dans le Proverbe 21, verset 31, qui dit « On équipe des chevaux pour le jour du combat, mais c'est le Seigneur qui donne la victoire. » Ouais. Nous croyons que si le Seigneur nous donne la grâce de faire des études en sciences de la santé, c'est d'abord une grâce, c'est un appel. Mais pour pouvoir réussir, nous sommes nombreux à voir combien les gens sont intelligents, mais parfois pour braver la première année, ce n'est pas simple pour eux. Ils peuvent échouer, être réorientés. Nous croyons que c'est Dieu qui accorde la victoire. Et nous croyons également que c'est
c'est un combat, c'est un examen, c'est une épreuve. Et il faut également le spirituel. Non seulement nous serons équipés, mais c'est Dieu qui donne la grâce là de pouvoir réussir et monter en année supérieure, devenir médecin. Et c'est pour cela qu'à la fin de ce webinaire, nous allons également prier et confier ces moments d'examen, de période entre les mains du Seigneur. Hein, si toi et moi, nous sommes en vie, même pour participer à cet examen, c'est une grâce. Parce que les gens ont commencé l'année et ils ont prévu, ils se sont se préparés pour passer aussi cet examen d'Harmattan. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas là, ils ne sont pas parmi les vivants. Donc, c'est une grâce et c'est pour cela que nous devons recommander tout entre les mains du Seigneur. Également, nous équiper physiquement, intellectuellement, tout, mais également spirituellement aussi, demander sa grâce pour que nous puissions être des victorieux. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Dr. Foley. C'est lui, notre aîné, que nous avons invité spécialement pour ce webinaire. Il n'est pas seul quand même, il y a d'autres frères, les aînés, membres actifs de l'Association des médecins chrétiens du Togo, qui sont des médecins. Et tous ensemble, ce soir, à partir de cette présentation, de la présentation de Dr. Foley, nous allons avoir des échanges, des questions-réponses. Il y a des aînés qui vont aussi donner leurs conseils, répondre à vos questions, à vos inquiétudes, donner quelques astuces pour pouvoir affronter l'examen du semestre à mon temps. Donc, je ne sais pas si Dr. Moïse, il est prêt. Oui, je vois qu'il est déjà prêt jusqu'à sa présentation déjà là. Donc, bien aimé, coéquipier, cher maître, Dr. Foley à ma vie, Moïse, bonne arrivée. Nous vous donnons donc la parole. Merci. Merci beaucoup, Dr. Antoinette. Merci pour la parole. Je dis bonsoir à tout le monde. Et ce soir, c'est un privilège pour moi de pouvoir venir partager avec vous les expériences sur la préparation des examens. Il faut dire que ce n'est pas que nous sommes les plus expérimentés. Peut-être que vous avez beaucoup plus d'expérience malgré votre niveau. Mais nous avons eu cette grâce-là de vous offrir cette opportunité pour qu'on puisse échanger ensemble et voir en quelle mesure nous pouvons vous être utiles. Donc, je dis merci à Dieu, comme la secrétaire l'a déjà dit, de ce qu'il nous a accordé cette grâce-là, de pouvoir voir cette année, commencer cette année jusqu'à ce moment. Et si nous nous préparons activement pour passer cet examen, c'est parce que Dieu nous a fait grâce. Ce n'est pas parce que nous sommes au contrôle de quoi que ce soit, mais c'est parce que sa grâce est avec nous. Voilà pourquoi nous devons toujours garder cela à l'esprit. Donc, je bénis Dieu pour votre vie, vous tous qui êtes présents, pour échanger avec nous ce soir. Et ce soir, je vais déjà commencer en disant que ce n'est pas un cours, ou bien ce n'est pas une présentation extraordinaire que j'ai à vous faire, mais c'est juste vous placer quelques pistes et vous donner ensuite la parole pour vos questions et voir un peu les différents défis particuliers que vous avez dans la préparation de ces examens. Parce que depuis un certain temps, l'Association des médecins chrétiens du Togo est en train d'œuvrer pour voir en quelle mesure elle peut accompagner les étudiants et autres dans leur pratique médicale et dans leur étude médicale pour qu'ils deviennent des médecins compétents, des médecins à même en mesure de pouvoir bien soigner les patients dans la mesure de leur capacité. Donc, nous mettons tout cela en place pour vous aider à affronter le stress chronique induit des études médicales et au même moment à être épanoui malgré ce stress-là. Voilà un peu ce qui était derrière notre pensée en vous offrant cette occasion d'échange. Donc, comment se préparer efficacement pour affronter les examens à la Faculté des sciences de la santé? Voilà de quoi nous allons parler ce soir. Donc, moi-même, c'est le docteur Foley à ma vie. Donc, beaucoup me connaissent ici. Je suis membre de l'Association des médecins chrétiens du Togo. Alors, je rappelle déjà encore notre objectif. C'est d'abord de vous offrir un cadre
pour exprimer les différents défis rencontrés dans la préparation de vos examens et en même temps partager des expériences avec vous et confier enfin la période de révision ainsi que de la période de l'examen entre les mains du Seigneur. Alors, le constat qui était fait, c'est que depuis la nuit des temps, depuis fort longtemps, depuis que la faculté des sciences de la santé existe, elle a été quand même reconnue d'une manière, ou bien sur le plan international d'ailleurs, que les examens en médecine ou de la faculté des sciences de la santé ont été toujours source de stress. Peu importe le niveau même de préparation des uns et des autres, ça a été toujours source de stress. Rares sont ceux qui arrivent à vaincre ce stress au point de pouvoir demeurer hyper confiants en allant aux examens en médecine. Et ceci juste parce que les programmes sont presque toujours volumineux. Il y en a toujours beaucoup à apprendre, beaucoup à maîtriser, beaucoup qu'on demande de vous, au point où, malgré votre bonne volonté, vous arrivez toujours dans des situations où vous vous rendez compte que vous n'êtes pas à jour et vous êtes stressé avant d'affronter les examens. Ceci aussi parce que les compositions, les modalités des évaluations dépendent bien évidemment de l'enseignant en question. Chaque enseignant avec sa stratégie d'évaluation et tout ceci rend difficile le parcours, rend difficile les études en médecine. Donc, l'autre difficulté, c'est que la bonne manière demande à ce qu'on soit des bosseurs chroniques, des gens qui bossent au jour le jour, depuis le premier jour de la rentrée jusqu'à la fin des cours. Mais la réalité en est tout autre. Être un bosseur chronique n'est pas bosseur chronique qui veut, mais c'est des rares personnes qui arrivent à être vraiment des bosseurs chroniques. Et donc, dans la 95 ou 98% des cas, nous sommes tous des bosseurs aigus. Donc, nous attendons, même si c'est contre gré, c'est à la dernière minute que nous voyons le taux d'adrénaline monter et là, nous commençons par bosser d'une manière aiguë pour affronter nos examens. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 23 janvier, donc nous sommes déjà à une phase critique des examens à la faculté des sciences de la santé à l'université de Cara. Donc, disons que nous sommes à une dizaine de jours des examens. Et donc, je peux dire même que c'est hyper aigu. Ça dépasse même la phase aiguë et ça rentre même dans une phase accélérée plus que aiguë. Et donc, bien évidemment, ça serait presque source de stress, à moins que vous êtes hyper préparé d'avance. Alors, pour pouvoir lutter contre ce stress-là, la solution, c'est de pouvoir se préparer. Se préparer à tous les niveaux. La préparation implique vraiment un ensemble de choses. Et parmi ces choses, nous pouvons voir que pour pouvoir dire que tu t'es bien préparé, tu dois être à jour, que ce soit dans toutes les unités d'enseignement, que ce soit dans tout ce que tu as à faire, tu dois être à jour. Donc, nécessité d'être à jour, nécessité de trouver des stratégies efficaces propres à chacun. Parce que pour faire une bosse aiguë, il faut compter sur ces stratégies. Sinon, tu ne pourras pas t'en sortir. Donc, il faut trouver des stratégies efficaces et qui sont propres à toi, pas des stratégies de quelqu'un, mais des stratégies qui marchent pour toi. Voilà. Même parfois, tu seras même obligé de trouver des stratégies de circonstances, même si ça ne marche pas nécessairement, mais c'est ce qui pourra te sauver. Donc, il y a nécessité de trouver vraiment des stratégies. Sinon, ça ne pourra pas marcher. Si vous décidez de continuer selon un processus normal sans aucune modification ou adaptation. Parce qu'en fonction du temps, il faut être en mesure de pouvoir adapter la manière de bosser. Donc, la nécessité d'avoir aussi une idée sur la cartographie de l'épreuve, c'est-à-dire, il faut déjà savoir à l'instant T où nous sommes en train de parler que l'épreuve de sémiologie chirurgicale donc, va se présenter comme telle, l'épreuve de la pathologie cardiologie doit se présenter comme telle, et c'est en cela que vous pouvez vraiment vous préparer efficacement. Mais malheureusement, nous n'avons pas cette chance à toutes les fois. Tous les enseignants n'ont pas cette aptitude-là à nous communiquer exactement comment va se présenter l'épreuve. Ça nous met encore dans une certaine incertitude. Mais en réalité, ce serait idéal d'avoir cette cartographie-là pour déjà savoir à quoi s'attendre devant telle matière ou bien dans tel UE, comment est-ce que l'épreuve va se présenter. Donc, l'autre chose que je vais ajouter, c'est qu'il y a cette nécessité-là d'être psychologiquement préparé et psychologiquement stable lorsque vous affrontez les examens à la FSS. Alors, quand je parle de se préparer efficacement, déjà, en voyant le délai, comme nous sommes focalisés sur la faculté des sciences de la santé de l'Université de Cara, quand nous voyons déjà le délai, qui est de 10 jours,
alors ce qu'il faut faire, c'est de pouvoir s'asseoir et de faire sortir un papier pour établir un emploi du temps. Première chose, c'est de faire sortir un papier. Dessiner les 10 jours qui sont devant vous et voir dans les 10 jours comment vous pouvez fonctionner jusqu'à être à jour avant la veille des épreuves. Ça, c'est sine qua non. Tu ne peux pas être à jour, tu ne peux pas te préparer efficacement sans avoir zoomé 7 jours en les prenant un à un, jour après jour, pour voir comment tu peux utiliser les 24 heures de chaque journée jusqu'à ce que les 10 jours qui sont devant vous nous s'écoulent. Si cette étape n'est pas réussie, il est fort probable qu'à la veille, vous allez sécréter de fortes doses d'adrénaline dans votre corps. Et si malheureusement vous avez eu la malchance, ça va être délétère pour vous. Permettez-moi de vous rappeler que j'ai une fois expérimenté une dose d'adrénaline dans mon corps et depuis ce jour, j'ai compris que il est évident ou bien il est très indispensable de lutter ou bien de veiller à ce que le stress ne soit pas son summum dans votre vie. Sinon, même les choses que vous connaissez par avant, vous allez les oublier devant votre épreuve, devant votre copie. Ou encore, vous allez dire des choses que vous n'avez pas envie de dire et ce n'est qu'après avoir écrit que vous allez vous rendre compte que vous avez écrit des bêtises sur les copies. Donc, nécessité de pouvoir bien planifier son temps pour pouvoir voir comment s'en prendre et être à jour. L'autre chose qui entre dans la préparation efficace, c'est d'abord de faire le point. C'est-à-dire qu'il faut prendre chaque UE. À ce semestre harmattan, j'ai 5 unités d'enseignement. Alors, je prends l'unité d'enseignement 1. Dans cette unité d'enseignement, combien de chapitres le prof ou bien combien de chapitres on a fait dans cette unité d'enseignement? Et quels sont les chapitres-là qu'on nous a communiqués comme étant des chapitres qu'on devait faire, qu'on n'a pas fait, ou bien en tout cas, il faut déjà avoir le nombre de chapitres dans chaque unité d'enseignement. Ça, c'est le travail préliminaire qu'il faut faire. Sans savoir d'abord que dans cette UE, j'ai 10 chapitres à bosser, alors j'ai quelque chose qui manque. Mon cerveau ne pourra pas vraiment être efficace dans la bosse. Donc, il faut déjà sensibiliser ton cerveau qu'en fait, dans cette unité d'enseignement, il y a 10 chapitres à bosser. Et les 10 chapitres sont donc, tu dois d'abord savoir les chapitres. Ça, c'est la moindre des choses. Donc, quand je prends une unité d'enseignement de chirurgie pédiatrique, je sais que j'ai tel nombre, j'ai 30 chapitres à bosser. Et donc, dans pathologie traumatologique, j'ai tel chapitre. Dans urologie, j'ai tel chapitre. Dans viscéral, j'ai tel chapitre. Ça, je dois le savoir. Maintenant, si je sais que, bon, voilà, j'ai j'ai un tel nombre de chapitres dans chaque unité d'enseignement, et ça, je vais prendre peut-être un papier, hein, un papier, je fais tout ça, je fais le point sur un papier, je sais que, bon, voilà, dans ce semestre, j'ai telle unité, telle unité, telle unité, dans telle unité, j'ai tel chapitre, tel chapitre, tel chapitre. L'autre chose, c'est quoi? C'est de pouvoir mémoriser, premièrement, quand je vais prendre chaque chapitre, c'est de pouvoir mémoriser, premièrement, les éléments clés de chaque chapitre. En les mettant par écrit, sur un papier, dans un cahier ou dans le topo. Ça dépend de votre stratégie de bosse. Alors, quand vous prenez un chapitre que vous avez devant vous pour bosser, la première des choses, après avoir connu la définition de ce sujet, ce qui est très presque inadmissible qu'on puisse dire que vous avez maîtrisé un chapitre sans savoir définir le sujet. Et donc, si on pose une question sur un chapitre et que déjà vous mentez dans la définition, le correcteur même est découragé pour continuer par lire sérieusement votre copie. Donc, obligatoirement, vous devez savoir bien définir le sujet, savoir réellement de quoi il s'agit. Quand on dit hypertension artérielle, je sais que bon, l'hypertension artérielle, voilà ce que c'est. Quand on me dit ceci, je sais ce que c'est. Ça, c'est obligatoire pour tout sujet ou tous les chapitres qu'on vous a fait. Mais après avoir su après avoir su ce qu'est ce chapitre ou ce qu'est ce sujet, l'autre chose, c'est de pouvoir mémoriser, garder à l'esprit les éléments clés de ce chapitre-là, en priorité. En priorité. Et pour garder ces éléments clés et permettre aussi une bonne révision rapide à la veille de cette épreuve, il est bien de mettre en exergue ces éléments clés-là sur un papier ou encore dans le topo dans lequel tu es en train de lire ce cours, peut-être de l'autre page qui n'est pas, qui est vierge, tu mets les éléments clés là-dedans pour que lors de la révision, tu puisses rapidement jeter un coup d'œil et passer à autre chose. Ou encore, c'est dans un cahier pour certains qui sont habitués à résumer, vous mettez tous ces éléments à côté.
Et là, vous ne recopiez pas le topo. Vous dites que, bon, voilà, tel élément, vous copiez. Non, c'est les éléments clés que vous mettez juste là. Et ceci, c'est pour aider votre cerveau, même si ce cerveau est en train de dormir, pour se rappeler que, bon, voilà, tel élément qu'il faut dire lorsqu'on va te poser telle question. Et il faut nécessairement mémoriser ces éléments parce qu'en médecine, on ne te demande pas de paraphraser tout, hein, mais il faut dire les choses clairement. Il y a des choses qu'on ne paraphrase pas. Il y a des choses qui sont déjà claires en médecine au point où, même si le spécialiste dort et que tu parles de ça, il sait de quoi tu parles. Mais quand tu commences par tourner en rond, il n'est pas convaincu. Donc, il faut avoir ce langage médical-là en mémorisant les choses clés comme telles. Maintenant, les choses secondaires, c'est avec cela que vous pouvez manager. Vous pouvez manager avec votre français, vous pouvez manager un peu selon les circonstances. Mais les choses clés, il faut les garder à l'esprit, les mémoriser sérieusement en les mettant à côté pour que lors de la révision, ça puisse être facile. Certains pensent qu'en fait, résumer ou bien mettre ces choses à côté est une perte de temps. Mais moi, dans mon expérience personnelle, j'ai compris que ça n'a jamais été une perte de temps. Moi, je peux même préférer ne même pas mémoriser un chapitre, mais avoir les éléments clés après avoir lu ce chapitre-là à côté de moi, quelque part sur un papier. Moi, j'aime souvent prendre les papiers RAM que je plie en deux et je divise encore les pages en deux et je mets les éléments sur ça au point où, même si on me dit que l'examen, c'est dans 2 heures de temps, quand je récupère mes papiers, je peux parcourir tous les chapitres dans les 2 heures de temps et aller me pointer pour composer. Et ça me rend stable. Même si je n'ai pas tous les éléments du chapitre dans le cerveau, j'ai quand même des lignes directrices qui me rendent stable lorsque je me pointe pour composer mes examens. Et quand je parle des éléments clés, ces éléments clés, il est bien de les noter ou de les mettre à côté après une lecture rapide, attentionnée et imagée du cours. Retenez bien ce que je viens de dire, une lecture rapide, attentionnée et imagée. Alors, une lecture rapide parce que vous n'avez pas le temps, parce que vous êtes déjà très en retard et il vous faut une bosse aiguë. Et donc, il vous faut faire rapidement. Attentionnez parce que vous avez besoin, malgré que c'est rapide, que vous discerniez quel était l'élément communiqué ou bien l'idée qu'on est en train de communiquer dans ce chapitre-là. Il est très important d'être concentré à un niveau donné pour lire. Vous lisez sérieusement, vous accompagnez votre cerveau accompagne cette lecture sérieusement et à la fin, vous comprenez un peu de quoi il s'agit. Même si vous n'êtes pas en mesure de dire ce que vous venez de lire, au moins vous avez une idée globale sur la chose. Alors, imaginez parce que vous ne pouvez pas lire dans le vide comme ça. Les choses médicales ou bien les sujets médicaux sont facilement imaginables. C'est-à-dire que tu es en train d'étudier un chapitre qui porte sur le foie. Il faut imaginer le foie. Tu imagines le foie dans ton corps ou imagine le foie sur un papier. Selon l'anatomie qu'on vous a fait, vous imaginez peut-être le foie dessiné sur un papier et vous voyez ce que vous êtes en train de dire. Ou encore, vous imaginez le foie dans votre propre organisme, voir un peu là où se trouve votre foie et dire un peu que bon, quand le foie est malade, qu'est-ce que je peux avoir? Et vous raisonnez un peu comme ça. C'est ça l'imaginer. Mais l'erreur que nous commettons, c'est que nous fermons gaillardement les yeux et puis nous commençons par enregistrer les choses dans le cerveau. Commençons par mémoriser. Mais sans avoir une image de là où se trouve la maladie dans le corps humain. Et ça, c'est très grave. Et quand vous mémorisez comme ça, vous risquez de les oublier dans les heures qui vont suivre ou encore à la veille de l'épreuve. Donc, il faut avoir à l'esprit cette chose-là. Dans la rapidité, avoir une image de la chose au point où, après avoir fait même peut-être la lecture rapide, essayez de vous demander si vous pouvez visualiser un peu ce que vous venez de lire. Alors, ce n'est qu'après ça que vous pouvez noter les éléments clés avec assurance. Et même demain, quand vous serez devant l'épreuve et que vous vous rendez compte que les choses ne viennent pas comme cela se doit, il suffira juste de se concentrer, de revoir l'organe dans votre corps et vous trouverez quelque chose à dire. Alors, quand je parle des éléments clés, c'est quoi je veux dire? Je vais parler en premier lieu des HS. Les HS, ce n'est pas à négliger. Les HS, c'est les hypersortables. C'est-à-dire que si tu fais la médecine et que tu ne connais pas ce qu'on appelle HS, bon, je ne sais pas trop pour Cara, mais ben, depuis que j'existe à Lomé, je sais que quand on dit HS, en tout cas, c'est quelque chose de très capital. Donc, il faut prendre compte. Donc, les HS, c'est en quelque sorte tout ce qui était déjà sorti une fois. C'est-à-dire que si, par hasard, un sujet a été posé déjà à un examen aux anciens qui ont fait déjà cette classe-là, mon ami, c'est un sujet important.
que ce soit intéressant ou pas, c'est-à-dire que c'est un sujet important. C'est-à-dire que ce sujet peut revenir à tout moment. Donc, ça voudra dire que ce sujet a un intérêt probablement. Que tu connais cet intérêt ou pas, tu dois devoir mettre un accent important sur ce sujet. Donc, c'est ce qu'on appelle les HS. Alors, les HS, c'est aussi ce sur quoi le prof a insisté. Lorsque le prof fait le cours, il dit que, bon, voilà, cet élément est très important. Cet élément est à retenir. Donc, il faut noter que quand le prof insiste sur un sujet, quand un sujet était une fois sorti sur une épreuve, il ne faut même pas se poser des questions devant ça. Même s'il faut réciter, il faut réciter ça 1000 fois pour les garder à l'esprit au point où, quand ce sujet vient, tu ne réfléchis plus. Quand ce sujet vient, qui était déjà sorti une fois vient, il n'y a pas d'excuse devant ce sujet. Quand ce sujet vient, on ferme les yeux, on copie, on part. Ça doit être clair comme ça dans votre esprit. C'est quand le sujet qui n'est jamais venu arrive, c'est en ce moment qu'on réfléchit. Mais si un sujet qui est déjà venu une fois en médecine, un étudiant en médecine ne réfléchit pas par rapport à ça. Tu amènes ton bic, tu copies, tu reviens mes points. Avant de te rendre compte que ce que avant de lire même une fois, une deuxième fois, je n'arrive même pas à faire ça. Parce que HS c'est HS. HS, on ne blague pas avec ça. Voilà. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir quand on parle d'éléments clés. La deuxième chose, c'est la synthèse des éléments clés des objectifs. La synthèse des objectifs, c'est en quelque sorte, quand vous prenez le chapitre, le maître met en quelque sorte les objectifs à atteindre. Parfois, certains le mettent seulement pour la forme, mais pour d'autres, c'est très sérieux pour eux. Quand ils mettent un objectif, c'est que cet objectif doit être atteint par l'étudiant. Mais peu importe le cas, que ce soit atteindre ou à ne pas atteindre, vous, quand vous prenez le sujet, lisez l'objectif et juste après votre lecture rapide, attentionnée et imagée, posez-vous la question si vous êtes en mesure de pouvoir répondre à ces objectifs. Cette réponse n'est pas de pouvoir réciter exactement ce qui est dans l'objectif, mais c'est de pouvoir garder à l'esprit les éléments clés de ces objectifs-là. Tant que ces objectifs ne sont pas des HS, il faut prioriser les éléments clés de ces objectifs. Maintenant, si ces objectifs font partie des HS, là, il faut les mémoriser comme tels pour ne plus réfléchir devant l'épreuve. Mais si ce n'est pas HS, alors vous les lisez et puis vous vous interrogez pour voir si à la fin, là, est-ce que je peux définir le sujet? Je peux définir la pathologie. Est-ce qu'à la fin, je peux donner les signes cliniques? Est-ce qu'à la fin, je peux faire ceci? C'est les éléments clés que vous sortez à chaque niveau. Mais il faut aussi noter que les objectifs sont aussi fonction du grade. Si vous êtes en licence, c'est différent. Quand vous êtes en deuxième année, c'est différent. Quand vous êtes en troisième année, c'est différent. Master, c'est différent. Doctorat, c'est différent. Vous pouvez avoir les mêmes chapitres, mais les questions vont différer parce que les objectifs sont différents. Alors, à ma gauche, à ma droite plutôt, sur la diapositive, vous pouvez voir quelque chose de schématique que je viens d'écrire sur un papier, que j'ai collé sur la diapositive. Vous allez voir, j'ai mis une pathologie là. C'est un exemple de quelqu'un qui veut avoir rapidement l'élément clé d'un chapitre. Alors, j'ai mis pathologie, c'est-à-dire que ça, c'est le titre du chapitre que j'ai mis en haut là-bas. Là où j'ai mis pathologie, c'est en quelque sorte le chapitre du la maladie ou encore le chapitre étudié. Ça peut être une maladie ou autre chose en fonction de l'unité d'enseignement. Alors, la première chose que je retiens, c'est la définition. Ça, je ne blague pas avec ça. La définition doit être dans mon cerveau. Au point où même quand on me demande quelque part, dans ce chapitre, de décrire quelque chose, je vais commencer par définir le sujet avant de pouvoir décrire ce qu'on m'a demandé même de faire. Quand on me dit de citer, là, je ne définis pas. Mais quand on me dit de décrire quelque chose, je commence ma description toujours par la définition. Alors, on me dit de décrire les signes cliniques d'une invagination. Ça, c'est un exemple que je donne dans mon domaine. Alors, quand on me dit d'écrire les signes cliniques d'une invagination, alors je vais commencer par répondre à cette question en disant qu'en fait, l'invagination, c'est donc une... Voilà. Et puis, les signes cliniques, c'est après ça que je finis de définir. Maintenant, je vais dire que bon, les signes cliniques, voilà. On va revenir sur ça. Je ne vais pas donner les détails parce qu'on va revenir sur les détails après. Donc, vous voyez, définition obligatoire. Deuxième élément que je vais savoir, dans cette pathologie, c'est une maladie, je dois savoir les signes cliniques de cette maladie-là. Alors, quels sont les signes cliniques de cette maladie? Ce que je cherche, c'est ces trois éléments. Les signes fonctionnels, les signes généraux et les signes physiques. Parfois, dans le topo, ça peut être désordonné n'importe comment, mais toi, en tant qu'étudiant, tu dois savoir que dans telle pathologie, il y a tel signe fonctionnel, il y a tel signe général et il y a tel signe physique.
Et c'est cela, en cela que tu peux facilement t'en sortir devant chaque pathologie. Je vais parler des gens qui étudient les pathologies, beaucoup de pathologies. Donc, peu importe le plan que le professeur a adopté dans son cours, tu vois, si tu sais que, en fait, quand on me demande les signes cliniques, je vais parler d'abord des signes fonctionnels. Après, je vais parler des signes généraux. Après, je vais parler des signes physiques. Ça voudra dire que lorsque je suis en train de lire rapidement mon cours et que je veux noter les éléments clés de ce cours, alors je mets 3 tiroirs. Signes cliniques, je mets 3 tiroirs. Je mets signes fonctionnels, signes généraux, signes physiques. Dans signes fonctionnels, je mets les éléments qui sont dedans. Dans signes généraux, je mets les éléments dedans. Dans signes physiques, je mets les éléments dedans. Exception seulement à certains cours qui ne sont pas bien stratifiés. Mais dans la plupart du cas, dans certains cours, vous allez voir que tous les signes sont mélangés quelque part. Mais quand vous les regroupez, ça donne une certaine hauteur à votre présentation. Et le prof même, c'est intéressant même pour le prof de pouvoir vous lire. Et pour certains qui zappent les cours, vous allez vous rendre compte que dans le topo, c'est désordonné, mais ceux qui étaient au cours, le prof a bien ordonné ça au cours. Dans les PowerPoint du professeur, c'est bien ordonné en signes fonctionnels, signes généraux, signes physiques, mais dans le cours, il a tout mélangé là-bas. Et c'est ceux qui ne viennent pas au cours qui vont aller raconter leur vie là-bas, comme c'est dans le Word, alors que dans le PowerPoint, c'était bien clair. Donc, il faut savoir qu'après avoir lu, je dois pouvoir détecter ces éléments clés de mon chapitre. Quand je vais parler des signes paracliniques, je dois devoir être en mesure de pouvoir savoir quels sont les signes que j'ai à la biologie, les signes que j'ai à l'imagerie, les signes que j'ai à l'examen anatomopathologique, les signes que j'ai en fonction des différents examens qui sont réalisés. Et donc, ça, c'est obligatoire pour un sujet de pathologie. Je ne peux pas étudier une pathologie sans savoir les signes cliniques. Je ne peux pas étudier une pathologie sans savoir les signes paracliniques. Et pour ceux qui sont en master, tu ne peux pas étudier une pathologie sans savoir l'évolution de cette pathologie-là. C'est-à-dire que si on ne traite pas cette pathologie, quelles sont les complications que je peux avoir? Et donc, dans mon résumé rapide, là, je peux mettre les différentes complications. Je peux citer rapidement ces complications sans aller dans les détails. Alors, j'irai dans les détails lorsque ces détails seront des HS. Alors, tu finis une pathologie, tu dois savoir le diagnostic différentiel de cette pathologie. Même si c'est vraiment volumineux, tu dois devoir donner d'une manière synthétique, citer ces pathologies-là. Pas besoin de donner les arguments cliniques, les arguments épidémiologiques, les arguments paracliniques en défaveur ou bien en faveur de cette pathologie que vous voulez éliminer, mais du moins savoir que devant telle pathologie, je dois devoir éliminer telle pathologie. Et c'est des tiroirs. Et le diagnostic étiologique, la même chose. Et quand vous allez au niveau du traitement, il faut juste tirer le principe là-bas, tirer le principe. Dit que bon, voilà, ce traitement, en cas de voilà, fièvre, il faut donner un antipyrétique. En cas de, il faut faire ceci, en cas de ci, il faut faire traitement chirurgical. C'est ce qu'on appelle le principe thérapeutique. Lorsque vous avez ce principe-là, quand on va vous demander, pour ceux qui sont en doctorat, de donner une conduite à tenir devant une pathologie, là, tu connais le principe, tu vas ajouter l'habillage. Parce que pour parler du traitement, il faut parler du but du traitement, des moyens, il faut parler après de l'indication. Donc, tout ça, c'est un jeu pour pouvoir y arriver. Donc, voilà un peu un modèle de fiche synthétique. Et ça, là, c'est à peine une page, hein, une page de papier RAM, tu as fini de résumer ton chapitre. Une page d'un papier RAM, tu as déjà les éléments clés de ce chapitre que tu peux zoomer. En 5 minutes, tu peux les réviser. Et ce n'est qu'après ça que tu peux aller maintenant dans les détails pour pouvoir avoir une idée plus large et surtout pour les sujets qui sont hyper sortables. Alors, j'ai dit qu'en fonction du grade, que si vous soyez en LS3, LS4, c'est les éléments de base, anatomie, tout ça là. Ça, c'est les éléments de base, les évaluations différentes. Que vous soyez en fin de licence, là, c'est la sémiologie qui est plus évaluée. On veut savoir si vous décrire les signes cliniques. Et les signes cliniques à ce niveau sont souvent demandés. De décrire les signes cliniques des pathologies, on ne vous demandera pas de poser des diagnostics, on ne vous demandera pas de traiter les pathologies, mais c'est plutôt comment examiner vraiment le patient qu'on vous demande, comment reconnaître les signes, comment pouvoir décrire ces signes. Et au niveau du master maintenant, c'est le diagnostic. Quelqu'un qui est au master doit savoir poser le diagnostic et le doctorat, c'est la conduite à tenir ou encore le traitement. Voilà d'une manière schématique ce qu'on attend de quelqu'un qui est en licence, ce qui est un master, celui qui est en doctorat. Alors, quand je veux parler de la sémiologie des 5e années, des 3e années spécifiquement, ça doit être clair dans votre cerveau que peu importe le chapitre qu'on va vous demander, quand on vous demande quelque part de décrire les signes cliniques d'une maladie, vous devez savoir qu'on attend à ce que vous sortez les signes fonctionnels, les signes généraux et les signes physiques.
peu importe comment le cours est fait, l'examinateur s'entend à ce que vous parlez des signes cliniques, les signes fonctionnels et des signes généraux. Sauf cas rare, je le répète encore. Donc, vous devez être en mesure de savoir que quand je prends telle maladie qu'on a étudiée, quand je prends appendicite aiguë qu'on a étudiée, comme signe fonctionnel, c'est le signe qui amène le patient à l'hôpital. C'est ce pourquoi le patient se plaint. Le patient arrive à voir le médecin parce qu'il y a un problème. Le problème que présente le patient ou encore le symptôme du patient, c'est ça les signes fonctionnels. Donc, tu dois pouvoir savoir ce qui amène un patient à consulter pour telle pathologie. Et c'est ça que tu mets dans les signes fonctionnels. Les signes généraux, c'est les signes qui n'ont rien de spécial, qu'on peut retrouver dans n'importe quelle pathologie. L'état général, la température, tout ça là, vous vérifiez ça, s'il y a une fièvre, tout ça, ça peut se retrouver dans n'importe quelle pathologie. Ça, c'est les signes généraux. L'état général est comment? Est-ce qu'il y a une asthénie? Est-ce qu'il y a une anorexie? Tout ça, vous parlez de ça dans les signes généraux. Alors, les signes physiques, vont concerner les appareils. Si on me pose une question sur une pathologie de l'appareil digestif, ça voudra dire que mes signes physiques seront en rapport avec l'appareil digestif. Et donc, je vais parler de l'inspection, je vais parler de la palpation, de la percussion, de l'auscultation, du toucher rectal. Et tous ces éléments doivent sortir. Donc, on me demande signe clinique de quelque chose, je vais devoir dire, ah, signe physique, à l'inspection, j'aurai ceci. À la palpation, j'aurai ça. À la percussion, j'aurai ceci. À l'auscultation, j'aurai ça. Et au toucher rectal, maintenant, j'aurai ceci. Même si dans le cours, le prof va citer les éléments seulement en vrac, tu dois devoir dire que, bon, voilà, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Et ça veut dire que tu es clair dans ton cerveau. Ça veut dire que tu sais de quoi tu parles. Ça, c'est très important. Et ça te facilite la tâche lorsque tu as beaucoup de chapitres à bosser. Sinon, tu vas bosser aujourd'hui un plan pour cette pathologie, tu vas aller dans l'autre pathologie bosser ce plan, tu vas aller quelque part bosser ce plan, et à la fin, tu ne te retrouves pas parce que tout est mélangé dans ton cerveau. Donc, il faut savoir que peu importe comment c'est décrit, dans chaque pathologie, tu vas pouvoir trouver ces éléments. Même si tu ne les dis pas concrètement comme ça, il faut que toi-même, tu saches qu'en fait, ce que je suis en train de dire, fait partie de tel lot de signes fonctionnels, tel lot de signes, ça dit généraux, tel lot de signes, ça dit physique. Très important. Alors, ça, c'est en rapport avec les signes physiques et les signes cliniques. Et souvent, les questions qu'on demande au troisième année, c'est les signes cliniques, c'est la description des syndromes, c'est n'importe les questions comme ça. Donc, il doit être en mesure de pouvoir décrire ces éléments proprement. Les signes paracliniques, il faut les distinguer. Il faut savoir ce qu'on a à l'imagerie, ce qu'on a à la biologie. Il ne faut pas mélanger les examens. D'accord? Mais quand on vous pose une question de décrire, par exemple, l'examen clinique, c'est différent. On peut te dire décrire les signes cliniques et on peut aussi te dire décrire l'examen clinique. Quand on te dit décrire les signes cliniques, voilà ce que vous allez faire. Signes fonctionnels, signes physiques. Mais quand on vous dit de décrire l'examen clinique, alors l'examen clinique, c'est deux choses. C'est d'abord l'interrogatoire et ensuite l'examen physique. Ça ne change pas, c'est comme ça la médecine. Donc, l'interrogatoire, c'est ce que vous connaissez déjà. Peu importe la pathologie en question, l'interrogatoire va comporter l'identité du patient, le motif de consultation, l'histoire de la maladie et les antécédents. Peu importe la maladie. Que cela soit dit clairement ou pas, l'interrogatoire comprend tous ces éléments. Alors, l'examen physique autre comprend deux éléments aussi. Il s'agit donc de l'examen général et de l'examen des appareils. L'examen général, c'est en même temps ce qu'on retrouve dans les signes généraux. Et l'examen des appareils, c'est l'examen en prenant les appareils un à un. Donc, quand on veut dire par exemple examen clinique de l'appareil digestif, par exemple, l'examen clinique de l'appareil digestif, alors, tu dois pouvoir décrire l'interrogatoire et tu dois pouvoir décrire l'examen physique. Et au niveau de l'examen physique maintenant, tu parles de l'examen général et puis de l'examen de l'appareil digestif. Tu spécifies cela maintenant au niveau de l'appareil digestif. Donc, l'appareil digestif comprend donc au cours de son examen l'inspection. L'inspection qui commence depuis la cavité buccale. Et tu vois la langue, tu vois la cavité buccale. Tu vas au niveau de l'abdomen, tu vérifies la morphologie de l'abdomen, tu vois le volume de l'abdomen, tu vérifies s'il y a des cicatrices sur l'abdomen, tu vérifies s'il y a des circulations veineuses collatérales, s'il y a une tuméfaction ombilicale, s'il y a tous ces éléments.
des scarifications. Tu vérifies tout ça au niveau de l'inspection. À la palpation, tu vérifies est-ce que l'abdomen est dépressible? Est-ce que l'abdomen est souple? Est-ce qu'il y a une défense? Est-ce qu'il y a une contracture? Tu vérifies ces éléments à la palpation. Est-ce qu'il y a une hyperesthésie cutanée? À la percussion, tu vérifies la sonorité abdominale. Est-ce qu'il y a un tympanisme? Est-ce qu'il y a une matité? Ces éléments sont très importants dans l'examen de l'appareil digestif. Et à l'auscultation, maintenant, tu vérifies les bruits hydro-aériques. Est-ce que les bruits sont normaux? Est-ce que les bruits ont diminué? Est-ce que les bruits sont augmentés? Ou bien sont exagérés? Ça, c'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on cherche lors de l'examen de l'appareil digestif. Et maintenant, tu finis par le toucher rectal. Tu précises la marge anale, le sphincter, l'ampoule rectale et puis les culs de sac. C'est ça l'examen de l'appareil digestif. Et quand on te demande l'appareil respiratoire, même protocole. Appareil cardiovasculaire, même protocole. Tu suis les temps de l'examen. Les temps de l'examen de cet appareil. Et les temps varient en fonction des appareils. Pour certains appareils, vous n'avez pas besoin d'ausculter. Pour d'autres, vous n'avez pas besoin de palper. Pour d'autres, vous n'avez pas besoin de pouvoir percuter. Donc, ça dépend de l'appareil en fonction. Il faut savoir la nuance entre les différents appareils. Alors, quand on vous demande une question, par exemple, de décrire le syndrome, on y décrit le syndrome d'irritation péritonéale, par exemple. Décrit le syndrome d'irritation péritonéale. Il faut suivre les libellés de la question. Quand on dit décrire le syndrome, alors, pour commencer par répondre à cette question, il faut d'abord dire ce que c'est qu'un syndrome. Donc, d'une manière simple, le syndrome, c'est un ensemble de signes. Donc, pour répondre à cette question, tu commences en disant que le syndrome d'irritation péritonéale, c'est l'ensemble des signes traduisant l'irritation du péritoine, par exemple, ou une inflammation du péritoine, ou bien, en fonction de la pathologie qu'on vous demande, c'est l'ensemble des signes qui traduisent telle pathologie, mais qui entrent dans telle pathologie. Donc, il faut avoir ce réflexe-là de dire ce que c'est qu'un syndrome, et tu donnes ce que ce syndrome est donc constitué de. Et tu cites les éléments du syndrome et tu les définis. Et quand c'est un cas clinique qu'on vous demande, il faut vraiment réfléchir, comprendre avant de déverser le cours. Ne pensez pas que comme c'est le cours, il faut déverser. Non, il faut qu'il y ait une logique dans ce que vous dites lorsque c'est un cas clinique. Alors, pour les mastérants, quand on dit diagnostic d'une pathologie, obligatoirement, il faut le diagnostic positif, il faut le diagnostic différentiel, il faut le diagnostic étiologique. Ça, c'est obligatoire. Mais en fonction des pathologies, il peut y avoir d'autres diagnostics aussi. Il peut y avoir des diagnostics de gravité, des diagnostics topographiques, des diagnostics lésionnels. En tout cas, ça dépend. Donc, en fonction de chaque pathologie, vous devez savoir s'il y a des diagnostics associés. Mais toujours est-il que, peu importe la pathologie, vous devez d'abord savoir poser le diagnostic, qui ne veut rien d'autre dire que savoir les signes cliniques qui entrent dans ce diagnostic, les signes paracliniques qui entrent dans ce diagnostic-là. Signe clinique dit signes fonctionnels, signes généraux, signes physiques, et qui dit signe paraclinique dit signes à la biologie ou les signes biologiques, les signes à l'imagerie, et les signes, les autres examens paracliniques. Et quand vous posez une question sur les principes du traitement, c'est de savoir dire que, bon, voilà, dans telle pathologie, généralement, ça, c'est la chirurgie, soit c'est le traitement médical, on a besoin de tel médicament, tel médicament, tel médicament. Donc, c'est un peu ça. Alors, pour les doctorants, les questions, c'est souvent les cas cliniques ou encore les CAT devant des pathologies. Quand on vous pose une question sur une CAT, il faut toujours réfléchir en termes de CAT diagnostique et thérapeutique. C'est-à-dire qu'on vous pose une pathologie, on vous dit, décrivez ou bien quel est votre CAT devant, ou bien quel CAT devant une ostéomyélite aiguë, par exemple. CAT devant une ostéomyélite aiguë. Alors, on dit, qu'est-ce que tu fais devant une ostéomyélite aiguë? Donc, ce que tu fais en tant que médecin devant cette pathologie-là, c'est d'abord de t'assurer que c'est vraiment cette pathologie et ensuite de traiter. Donc, peu importe la pathologie qu'on vous donne, votre conduite à tenir doit être de pouvoir être sûr que c'est cette pathologie. Et deuxième chose, traiter cette pathologie-là. Et donc, CAT devant une pathologie veut dire, je définis la pathologie, donc cette pathologie veut dire telle chose, et je donne l'intérêt de pourquoi il faut connaître cette pathologie-là. Et puis après, je dis qu'en fait, cette CAT-là sera à la fois diagnostique et thérapeutique. Et sur le plan diagnostique, je dois pouvoir poser le diagnostic positif, éliminer les autres affections qui peuvent prêter le change, poser le diagnostic étiologique
Et les autres diagnostics, si possible. Et enfin, donner maintenant ma conduite à tenir thérapeutique. S'il y a une conduite à tenir en urgence, je donne ça et je donne les autres conduites à tenir. Mais s'il n'y en a pas, je donne le but, les moyens et l'indication. Et si possible, la surveillance et les résultats. Ça, c'est très important pour les 6e années qui font les questions CAT. Voilà un peu ce que j'ai à vous dire sur la manière dont il faut s'en prendre pour affronter efficacement vos différents examens. Et je m'en vais conclure en disant que, en vous rappelant le verset du début de Proverbe 21, verset 31, qui dit « Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. » Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Cela voudra dire qu'en fait, peu importe votre manière de vous préparer, peu importe la manière dont vous êtes organisé, peu importe la manière dont vous êtes sûr que vous avez tout dans votre cerveau, sachez que ce n'est pas la grâce de Dieu que vous pouvez restituer toutes ces choses. Ce n'est pas sa grâce que vous serez en bonne santé le jour de l'examen. Ce n'est pas sa grâce que vous irez en bon état au jour de l'examen. Et ce n'est pas sa grâce que vous allez pouvoir déverser ces choses et valider. Et même après avoir déversé ces choses, ce n'est pas sa grâce que le correcteur serait inspiré à lire votre copie au bon moment, au moment où il n'était pas distrait, au moment où il n'était pas déjà fatigué, au moment où il n'était pas déjà énervé, au moment où il était dans de bonnes dispositions pour corriger. Et ça, c'est très important. C'est très important. Que vous, même après avoir écrit, après être sûr que vous avez bien écrit, de dire à Dieu de prendre le contrôle parce que vous ne savez pas qui est cette personne-là qui va corriger votre copie, qui est cette personne-là, quel serait son état d'esprit lorsqu'il serait en train de corriger, qu'est-ce qu'il attend vraiment de vous lorsqu'il serait en train de corriger, est-ce qu'il était déjà contaminé par une copie qu'il veut déverser sur votre copie. Priez que le Seigneur puisse l'inspirer pour que rien n'entrave votre validation ou encore votre copie. Parce qu'il y a des situations que je peux vous dire qui arrivent, vraiment, c'est correcteur dépendant et seul Dieu peut sauver cette. Surtout pour les P1, par exemple, il y a des situations que l'on a vues. Juste une moindre erreur, tu es recalé, alors que moindre vigilance, tu seras parmi les gens qui ont réussi. Donc, c'est là que tu comprends que rien n'est acquis, rien n'est acquis, malgré que vous êtes sûr que vous êtes préparé, vous avez toujours besoin de vous confier à Dieu pour y arriver. Et pour finir, je vais ajouter le verset de Psaume 37, verset 5 qui dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Alors ce soir, c'est bien évidemment ce que nous voulons faire, recommander à lui notre sort ou encore notre examen et mettre en lui toute notre confiance et lui permettre d'agir pour qu'à la fin, nous puissions valider notre année. Nous puissions valider notre semestre et nous préparer pour l'autre semestre à venir. Alors, bien-aimés, je vous dis donc merci pour l'attention que vous avez portée à ma présentation. Et je vais donc, dans un premier temps, donner la parole à la responsable pour qu'elle puisse ouvrir la foire aux questions pour recevoir vos questions. Et après cette phase de questions, nous aurons les expériences ou encore les différents apports des différents aînés qui sont parmi nous pour pouvoir clôturer la séance de ce soir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Foley. Merci pour nous avoir équipés. Nous sommes les chevaux, voilà. Comment s'équiper efficacement pour affronter les périodes d'examen. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Je crois que la présentation a été très claire. Vous nous avez rappelé l'importance de s'organiser, se préparer et d'abord connaître dans chaque module ou dans chaque cours le nombre de chapitres qu'il faut affronter, proposer l'astuce de résumer, faire une lecture rapide, imagée, concentrée, voilà, pour résumer les chapitres et connaître les éléments clés, si c'est les pathologies, comment résumer un cours de pathologie médicale ou chirurgicale, voilà. Connaître les HS, les sujets hyper sortables, les maîtriser. Vous nous avez parlé aussi en fonction du grade, qu'est-ce qu'on attend de l'étudiant, licence, master ou doctorat. En tout cas, c'était vraiment riche. Je crois que mes frères et sœurs qui sont étudiants ont bien saisi
c'est clé. Et je crois qu'ils ont des questions ou des zones d'ombre, ou ils ont déjà fait des expériences d'évaluation à la fac. Ils peut-être sont déçus de ça, que à la fin, on leur donne une note comme ça, alors qu'ils croyaient avoir bien répondu, tout ça. Donc, je vais laisser la place à vous, chers internautes, voilà, chers étudiants. Pouvez ouvrir votre micro, poser votre question et vous pouvez également écrire, si vous voulez écrire dans le chat votre question, inquiétude ou si vous avez besoin de mieux comprendre un aspect que le docteur Foley a abordé. Merci beaucoup. Alors, vous pouvez ouvrir votre micro directement. Sinon, vous pouvez lever la main. On pourra vous donner la parole. Alors, nous saluons encore une fois nos bien-aimés aînés qui sont là avec nous, les médecins, les docteurs Aonsou, docteur Ali, docteur Jean-Yves, merci, docteur Gloria. En tout cas, merci aux aînés qui sont là pour nous encourager, partager des expériences avec nous. Alors, on vous attend vos réactions, des questions, ou bien il n'y a pas de questions, tout est clair. Même si c'est clair, ouvrez votre micro, dites-nous, bon, vous avez apprécié la présentation du docteur. Du moins ça. Pour qu'on s'assure que vous êtes avec nous. Ah, le frère Ananias, ton micro était ouvert, mais on n'a pas saisi ce que tu disais. D'accord, merci beaucoup, docteur. Ok, allez-y. D'accord. C'est bon maintenant. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Maoubi. D'accord, merci pour la parole. Merci au docteur Foley pour cette belle présentation que j'ai tellement aimée. J'ai fait des captures d'écran même parce que là, je ne veux pas demander le PowerPoint. J'ai déjà capturé beaucoup de choses et c'est vraiment clair, limpide et je rends grâce à Dieu. Moi, j'ai juste une question par rapport à la question de la manière dont on pose les questions en 6e année. Alors, imagine, on amène une épreuve et on met juste un sujet. Par exemple, hypertrophie bénigne de la prostate. 30 minutes. Comment on va aborder le sujet? On va penser au plan classique que vous avez donné, c'est-à-dire CAT devant HBP, définir intérêt, et CAT diagnostic et le traitement. Alors, par rapport à l'indication thérapeutique, je voudrais savoir est-ce qu'on doit vraiment aller d'une manière minutieuse pour donner les molécules avec leur posologie et, si possible, les effets secondaires et tout. Merci beaucoup. D'accord, merci, docteur Maoubi. Je pense que on va répondre en même temps, comme il n'y a pas de manifestation comme ça. Le temps, là, s'il y a d'autres questions, les autres peuvent se préparer, mettre ça dans l'inbox, dans le chat. Ok, docteur Moïse, vous avez la parole. Oui, alors, merci. Je remercie mon frère Maui Ananias pour sa question. Alors, quand on pose une question, par exemple, HPB, HBP, et puis on ne dit rien, quel plan adopter? Je crois que c'est en 6e année. En 6e année, c'est le plan classique, hein. En 6e année, on s'attend à ce que vous puissiez poser le diagnostic et traiter. Donc, quand on ne te dit rien, en tout cas pour un étudiant de 6e année, normalement, l'enseignant va dire quelque chose. Aujourd'hui, on ne pose plus normalement des questions neutres comme ça. Parce que si on met la question comme ça, HBP ou hypertrophie bénigne de la prostate, ce qu'il faut normalement faire, c'est de faire l'introduction qui va comporter une définition et un intérêt. Deuxième chose qu'il faut faire, c'est de parler des signes. Les signes en prenant un type de description et en parlant des formes cliniques. Et ce n'est qu'après ça qu'il faut poser maintenant le diagnostic. Commençant par le diagnostic positif, après le diagnostic différentiel, et terminer par le diagnostic étiologique, et terminer enfin par le dernier élément du plan qui est le traitement.
en parlant du traitement, du but du traitement, des moyens et méthodes, des indications, et puis, si possible, les résultats thérapeutiques et la surveillance. Et tu vas conclure ton sujet. Ça, c'est le plan standard. Lorsqu'on ne te dit rien, qu'on te donne juste le chapitre. Introduction, signe, diagnostic, traitement. Et puis la conclusion. Mais il est rare aujourd'hui, je ne sais pas, mais quand on vous donne des sujets comme ça c'est dans l'ancien temps, je crois bien. Maintenant, au moins, on va vous donner une petite orientation. Même si on dit CAT, c'est encore mieux. Comme je viens de le dire, quand on te dit CAT, ça voudra dire que après l'introduction, qui va comporter la définition et l'intérêt, bien sûr, ce qu'il va falloir faire, c'est que je fais la CAT sur le plan diagnostique et puis faire la CAT sur le plan thérapeutique. Ou encore, s'il y a des spécificités selon le chapitre, là, il faut en tenir compte. Maintenant, pour ce qui concerne l'exemple de l'hypertrophie bénigne, est-ce que dans le traitement, il faut aller dans les détails? C'est ici, on a vraiment l'intérêt de la minutie ou encore du résumé ou encore de l'élément clé important. En réalité, ce n'est pas grand-chose pour retenir ça, mais si vous tenez compte de toute la littérature du document, vous allez vous perdre. Donc, pour retenir ces médicaments avec les trucs, ce n'est pas grand-chose. Quand tu prends hypertrophie bénigne, on dit traitement médical. Tu prends la première classe de médicaments qu'on peut utiliser. Tu prends ça. Tu prends, s'il y a beaucoup de molécules, tu choisis une ou deux molécules. Et pour ces molécules, tu choisis la posologie. La posologie, c'est très important. Maintenant, les effets secondaires, tout ça, c'est accessoire. On n'a pas besoin nécessairement de ça. Mais ce qui est important, c'est que tu puisses donner la classe thérapeutique et avec quelques DCI qui sont faciles à retenir, bien sûr. Et puis, donner la posologie. La posologie, c'est très important. Mais les autres éléments, effets secondaires, tout ça, on ne demande pas ça aux étudiants, en tout cas de sixième année. Quand tu seras interne, on va exiger peut-être que lors de la synthèse, tu parles de ces éléments. Mais en sixième année, il faut au moins tenir compte de la posologie du médicament, de la classe thérapeutique et de quelques molécules standards pour pouvoir mettre dans ta poche pour que lorsqu'on va poser la question, tu puisses répondre. Voilà un peu l'élément de réponse que je peux apporter. Merci. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Je ne sais pas si le frère est satisfait, sinon... Docteur Mao, oui, c'est clair. OK. Il y a une réaction du frère Banassé dans le groupe. Il dit, je me rends compte que j'ai beaucoup raté. J'aurais bien voulu avoir ces connaissances depuis le parcours de licence. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ouais. Merci pour ces paroles d'encouragement. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Vous pouvez lever la main et poser la question avant que nous laissions les aînés aussi aborder d'autres aspects de la préparation des examens. Alors, ce webinaire est spécialement organisé pour les étudiants de la faculté de Kara parce que les examens sont programmés juste pour dans encore une ou deux semaines, du 3 au 15 février. Voilà, donc c'est spécifiquement vraiment pour outiller nos frères et sœurs qui vont affronter l'examen dans les jours à venir. Peut-être vous êtes ici, vous n'êtes pas de Kara, mais vous pouvez également aborder le sujet. Si vous avez besoin d'éclaircissement ou voilà, des questions, vous pouvez également ouvrir votre micro et poser la question. Merci. OK, je suppose qu'il n'y a pas d'autres questions, d'autres inquiétudes. Comme il n'y a pas vraiment le temps, vous devez continuer la révision. Alors, je vais laisser donc la place au conseil, l'expérience, le partage, tout ça, avec les aînés qui sont avec nous. Nous vous encourageons à ne pas quitter, ne vous quittez pas encore. À la fin, nous allons prendre une photo de famille. Je vais laisser la place à qui veut. Nous avons les aînés, Dr. Ricky, Dr. Ali, Solange, Dr. Pierre, Dr. Jean-Yves, voilà. Donc,
Il y a beaucoup qui sont de Cara ici, hein. Les Yves, Pierre, Solange. Donc, dites-nous, quels sont les conseils que vous pouvez donner à nos jeunes frères et sœurs? Vous êtes libre de lever la main et vous avez la parole. Cher aîné. Oui, ici. D'accord. Merci, Jean-Yves. Tu as la parole. Ok, merci beaucoup, docteur. Rebonsoir à tous. Merci à docteur Folie pour la présentation, pour cette brillante présentation très intéressante. Je n'ai pas pu suivre dès le début. J'ai rejoint pratiquement, disons, vers le milieu ou pratiquement vers la fin. Mais ce que j'ai suivi, ça m'a beaucoup intéressé. Moi-même, j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses que voilà, quand j'étais encore étudiant, je ne connaissais pas ou bien je ne faisais pas. Et la présentation est assez complète. Tout ce que je veux ajouter, c'est encore d'encourager euh, tous qui sont ici à vraiment se focaliser sur l'essentiel. Ne plongez pas juste la tête dans les révisions à vouloir lire tout le cours de bout en bout, mais déjà chercher à savoir qu'est-ce qui est important dans le cours. Essayer de jeter un coup de chercher les anciennes épreuves. Si le professeur en question intervient à Cara et intervient aussi à Lomé, chercher à voir qu'est-ce qu'il donne comme épreuve à Lomé, qu'est-ce qui a été déjà fait. Voilà, et vous voyez un peu les questions qui reviennent, ça vous donne une orientation sur ce qui est important pour le professeur. Comme ça, vous prenez plus de temps sur ça, vous savez ce qui est essentiel. Sinon, parfois, vous risquez de perdre du temps sur quelque chose, vous vous rendez compte à la dernière minute qu'en fait, ce n'est pas important, ou bien vous avez perdu beaucoup de temps et vous n'avez pas assez de temps pour apprendre d'autres choses parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc, soyez méthodique, cherchez à savoir l'essentiel. N'entrez pas juste dans le cours pour bosser, 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 non. Mais cherchez à connaître qu'est-ce qui est essentiel dans ce chapitre, dans ce cours, qu'est-ce qui est important. Comme ça, vous gagnez en temps. Quand vous faites ça et que vous avez encore plus de temps, vous pouvez maintenant aller revoir deux, trois petites choses pour compléter. C'est tout ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, grand frère Jean-Yves. Merci pour ces conseils. C'est pas docteur Pierre. Je Oui, suppose que tu bonsoir. as quelque chose à nous dire. Et bonsoir, mon frère, bienvenue. Merci beaucoup. Merci au docteur Poli pour la présentation. Merci à tous ceux qui ont suivi. Merci à Yves pour l'apport. J'ai deux points sur lesquels je voudrais intervenir. Le premier point, c'est par rapport au sujet hypersortable dont le présentateur a fait mention. Il y a, je pense qu'il a parlé de deux aspects dont nous devons vraiment tenir compte pour ne pas faire d'erreur parce qu'il y a un piège dedans. Il a parlé de tenir compte des éléments sur lesquels l'enseignant lui-même insiste et de tenir aussi compte des anciennes épreuves. C'est la combinaison des deux. Parce qu'il arrive des moments où on a été victime de certaines choses. Quand l'enseignant change, ça devient autre chose. Celui qui a composé les épreuves les années passées, il y a quelqu'un qui devient nouveau agrégé. Il n'est pas obligé de composer les épreuves que son patron composait avant. Moi, j'ai été victime de ça deux fois. En parasito, j'avais eu ça quand le professeur Dorqueno est venu. Vraiment, c'était catastrophique. Même chose pour la physiologie. Donc, il faut faire vraiment attention à ça. Voyez un peu les enseignants qui sont nouveaux maintenant et qui eux aussi vont constituer des bases d'épreuves pour eux-mêmes. Oui, docteur Pierre, on t'a perdu entre-temps. Oui, on vient de couper le courant, donc j'ai allumé ma propre connexion. D'accord. Donc, je disais donc de faire attention avec
avec les nouveaux agrégés parce que eux-mêmes, ils vont constituer une base d'épreuves pour que ça soit propre à eux. Ils ne sont pas obligés de suivre les épreuves de leurs anciens patrons. Donc, si on bosse aveuglement les épreuves des patrons, sans tenir compte du fait qu'il y a un nouveau enseignant dans le jeu, on va rater. Donc, les premières promotions qui ont fait avec de nouveaux enseignants jouent le cobaye. C'est plus tard, après 3-4 promotions, qu'on commence par avoir un peu une cartographie un petit diaporama de la manière dont l'enseignant en question pose ses questions. Et les questions qui lui sont vraiment très, très fréquentes sur les épreuves. Donc, intérêt de vraiment tenir compte de cet aspect-là. Est-ce que c'est le même enseignant? Est-ce que c'est pas un nouveau enseignant? Est-ce qu'il a insisté sur ça avant? De vraiment tenir compte de ça pour ne pas tomber dans ce piège. Après, vous direz que bon, c'est comme si vous êtes fait trahir, alors c'est vous qui n'avez pas réfléchi à un aspect de la chose. Le deuxième élément dont je voudrais faire mention, c'est par rapport à, bon, je veux pas penser au pire. Ça, ce n'est pas un souhait. Il arrive des situations où vous vous rendez compte que, bon, voilà, peut-être votre santé ne vous permet plus de continuer à bosser, ou bien il y a une histoire qui est venue dans votre vie, dans votre famille et tout ça, et qui vous empêche vraiment de pouvoir bosser efficacement et d'affronter une épreuve ou bien un examen. Et vous vous retrouvez qu'il y a plein de leçons que vous pouvez facilement bosser, mais qu'il y a une leçon là que franchement, ça vous ralentit, ça vous rend vraiment stressé. Par exemple, il y a vous avez pharmacologie, vous avez parasito, vous avez beaucoup d'autres choses, vous avez des sémiologies, vous avez sémiochirurgicales, pédiatriques, médicales et gynéco, tout ça. Et vous vous rendez compte qu'il y a certaines unités d'enseignement qui risquent de vous ralentir. Et vous vous rendez compte que franchement, vous ne pouvez pas. Vous êtes conscient, vous, sans vous tromper, vous êtes conscient que vous ne pouvez pas bosser tout ça et pouvoir valider. Ce qui arrive souvent est que vous vous retrouvez avec 6 unités d'enseignement non validées à la fin de la session, y compris la parasitologie, y compris la pharmacologie, y compris même les sémiologies, les petites choses que tout le monde valide. Donc, quand le pire arrive, je vous conseille, en tout cas, ça, c'est personnel. Je vous conseille de pouvoir sacrifier une matière. Si c'est ce qui vous embête le plus et qui risque de vous ramener dans 6 unités d'enseignement, par exemple, si c'est la parasitologie ou bien si c'est la pharmacologie, vous décidez quand même de lui accorder peu de temps pour pouvoir valider tout et que ça vous reste que ça seul pour la session de rattrapage. Ça, c'est un risque, mais le moindre risque, le moindre mal, ce n'est pas ce que je souhaite, mais c'est le moindre mal pour éviter de revenir dans des histoires de 6 unités d'enseignement avec des petits trucs. La pharmacologie peut t'amener à ne même pas valider la sémiologie médicale. Un simple truc que tout le monde valide. Et puis, tu auras ça pendant la session de rattrapage, ça va alourdir ton rattrapage et tu risques encore de rater cette pharmacologie-là parce qu'elle n'est pas seule. Il y a encore des petits bobos qui s'ajoutent et qui risquent de te ramener durant toute l'année prochaine. Ça, c'est une astuce que je voudrais vraiment vous ajouter. Ça, c'est mon point de vue. Merci. Merci beaucoup, Dr. Pierre, pour les conseils. Nous allons recevoir encore une dernière personne, des conseils, et ensuite nous allons prier. Ne partez pas encore, je vous en prie, nous allons prier, recommander ces périodes d'examen de les mains du Seigneur à la fin. Je ne sais pas si Dr. Ali ou Dr. Ricky, Dr. Ali a levé la main. Vous avez la parole. Bonsoir à tous, merci, cher aîné, pour la parole. Merci à notre maître pour la présentation. C'était bien, nous qui sommes des étudiants, d'apprendre encore ce soir. Non seulement on est là pour donner des conseils, mais on a appris, c'était clair. Félicitations pour la brillante présentation. Parlant des conseils, mes prédécesseurs ont beaucoup dit, mais je voulais ajouter 2 choses. La première des choses, c'est, comme le Dr. Moïse l'a montré, surtout la fiche là, moi, j'avais l'habitude de faire des choses mémotechniques. C'est des codes que moi-même je crée dans un chapitre, selon surtout lorsqu'on parle des signes là. Je prends peut-être les mots ou bien les lettres qui commencent chaque
bon, signe ou bien chaque description, je crée un code qui m'est propre. Je sais qu'en cas de difficulté où j'oublie tout dans le chapitre, dès que je mets le code dans mon brouillon, je me retrouve. Ça fait que même parfois, lorsqu'on a fini la médecine générale, avec mes amis, on fait des pagailles sur ces codes-là. Parce que vous me dites, par exemple, les étapes d'un massage cardiaque externe. Moi, je sais que c'est Dora, quoi. Je sais que c'est en 4 paragraphes. Il y a le D qui est là, il y a le O qui est là, il y a le R qui est là, il y a le A qui est là. Donc, ça me permet chaque fois, même si je finis, je suis en année supérieure à certains codes, et ça me permet de retenir. Donc, lorsque vous allez faire ces choix, vous pouvez toujours résumer. Ça me permet de résumer tout le chapitre en des codes, mais ça dépend de chacun. Ceux qui ont des choses mémotechniques pour retenir très facilement, je vous conseille ça aussi. Maintenant, pour les prochains examens, je conseille ceux qui peuvent faire des travaux de groupe à le faire aussi. Moi, dans mon parcours, les travaux de groupe m'ont beaucoup aidé. Ce n'est pas systématiquement, on fait tout en groupe, mais lorsque il y a les cours, on peut se voir de temps en temps et il y a des amis qui ont des choses à t'apprendre. Moi, j'ai plus de la facilité à apprendre lorsque l'auteur récite. Il suffit que l'auteur récite une définition 2, 3 fois. C'est déjà là et on apprend en groupe. Et lorsque je vais à la maison pour réviser, ça me revient très facilement que de s'enfermer aussi dans la chambre et bosser, parfois oublier. Donc, des prochaines fois aussi, je vous conseille, ceux qui le peuvent, de faire des petits groupes de travail. Et lorsqu'on se voit, c'est juste comme si c'est pour se défier un peu, inciter les autres à être au niveau, ce que je sais, je t'apprends, qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça. Et ça aide à mieux valider les matières à la fin. C'est ce que j'ai à dire. Merci et bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Dr. Hadi. Ça me rappelle mon passé. C'est un bon exemple, mais je pense que ça profite pas. Il suffit que l'autre récite plusieurs fois. J'aime les travaux de groupe parce que je vais rapidement garder les résumés déjà. Parce que je suis paresseuse à résumer, je ne peux pas résumer. Donc, mon époux était vraiment le meilleur bosseur qui récite bien les choses qu'il a déjà résumé. Donc, moi, je pense que je sais résumer. Et puis, ou dans les travaux de groupe, l'autre récite. Et puis, tu te rends compte que voilà, tu ne connais pas ce côté, c'est ça. Et puis, bon, je maîtrise mieux rapidement, surtout quand j'étais en retard. Les résumés de mon époux, là, lui, je prenais ça et puis je buvais et je rentrais. Mais ce n'est pas un bon exemple. Il faut que chacun se résume. Hein. Merci beaucoup pour les codes aussi. Mon mari, il est fort dedans. Avec tous les signes, là, toutes les pathologies ont des codes. Et ça facilite à mémoriser les types de description, les signes qui demandent les types de description. Je pense que nous allons prier. Nous avons été équipés intellectuellement avec des conseils. Nous avons demandé de faire l'examen entre les mains du Seigneur. C'est lui qui nous donne la victoire. C'est lui qui nous donnera la santé. C'est lui qui pourvoira également tous nos besoins, éloignera de nous la maladie, les circonstances, les défis. Bon, je ne sais pas si Dr. Ali est disponible pour confier ces moments entre les mains du Seigneur, ces moments de révision et d'examen. D'accord, docteur. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce soir. Reçois la gloire, reçois l'honneur pour ton amour et pour ta grâce. Oui, Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole, quelqu'un a-t-il besoin de la sagesse? Qu'il te demande, toi qui donnes gratuitement. Oui, nous sommes à l'approche des examens à la faculté des sciences de santé de Cara, même de Lomé, c'est proche.
tu nous as réunis ce soir pour nous donner des techniques. Seigneur, merci de ce que tu nous aimes et de ce que tu nous avertis d'avance. Nous savons que les conseils que nous avons reçus ce soir vont changer la donne au nom de Jésus-Christ. Nous n'allons plus, Seigneur, être apeurés par les examens, mais nous allons désormais avec une certaine confiance de ce que nous prenons en compte ce que tu nous as dit ce soir. Seigneur, nous prions pour nous tous étudiants ici. Seigneur, quelqu'un est-il confus dans sa tête? Il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il faut bosser, quelle stratégie adopter. Mais ce soir, je crois que tu as donné une lumière. Tu as donné, Seigneur Jésus-Christ, une orientation claire dans la tête de quelqu'un. Et Seigneur Jésus-Christ, tu vas aider chacun à valider les matières au nom de Jésus-Christ. Et nous allons écouter des témoignages de ce que les matières sont validées avec excellence au nom de Jésus-Christ. Je prie pour ta faveur. Je prie, Seigneur, pour ton intelligence. Je prie pour ta sagesse. Seigneur, si tu nous l'as fait, et aujourd'hui, nous avons le doctorat, nous savons que tu peux le faire pour nos amis qui sont au niveau doctorat au nom de Jésus-Christ. Pour nous qui sommes au niveau de DS, où les examens nous attendent, Seigneur, tu vas le faire comme tu l'as fait dans le passé. Seigneur, je veux prier pour une assurance ferme en toi. Nous qui sommes tes enfants ou nous-mêmes qui ne te connaissons pas encore, tu as une volonté pour nous. Et Seigneur, fais-nous comprendre que ce n'est pas par hasard que nous sommes en médecine. Mais Seigneur Jésus, tu nous as mis là-bas. Et quelles que soient les difficultés que nous allons rencontrer, donne-nous du courage, de l'abnégation et de la résilience au nom de Jésus-Christ. Chacun de nous ce soir, après avoir écouté ces conseils, est équipé désormais pour affronter l'examen au nom de Jésus-Christ. C'est la victoire que nous proclamons. Car tu as dit dans ta parole, oui, au-delà de tout cela, de toutes ces épreuves par lesquelles nous allons passer, nous serons plus que vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de bénir le département, ministère parmi les étudiants, les responsables qui ont organisé ces choses pour nous montrer la voie à suivre. Seigneur Jésus-Christ, reçois toute la gloire, reçois l'honneur. Merci pour l'orateur de ce soir. Oh, combien de fois son enseignement nous a bénis. En retour, bénis-le au nom de Jésus dans sa carrière, qu'il soit une bénédiction, non seulement pour la faculté des sciences de l'université de Kara, mais de tout le Togo et de toute l'Afrique et de tout le monde entier au nom de Jésus-Christ. Les articles qu'il va publier désormais seront percutants et toi seul, tu vas agir dans sa vie. Merci Seigneur pour chacun de nous. Je prie pour la nuit, que la nuit soit paisible pour chacun de nous. Garde-nous en bonne santé et que nous passons les examens dans de bonnes conditions pour que la fin, gloire et honneur te soient rendus au nom de Jésus. Je prie pour l'association LMCT, que nous soyons une association qui est une bénédiction, oui Seigneur, pour cette nation au nom de Jésus. Nous avons prié et reçu. Amen. 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 Amen, Merci. amen, amen, amen. Ah.